Allô, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce face-à-face. Aujourd'hui, j'ai un invité que j'aime beaucoup, un gars que je connais depuis quand même assez longtemps, qui évolue encore une fois aussi dans le milieu de la musique au Québec depuis un bon petit moment. Un gars sympathique, un gars qui a un franc-parler, qui a du front, qui pousse dans la vie. Bref, quelqu'un que j'admire énormément. Je vous présente, mesdames et messieurs, Alex Hartin de Rosemary Records. Salut Alex, comment ça va? Salut Vincent, ça va super bien, Yes, toi? ça va super bien. Hey, je suis vraiment content de t'avoir. Donc, pour te présenter un petit peu, donc Alex, écoutez, c'est un gars qui, le propriétaire de Rosemary Records, c'est un label qui est basé à Montréal, un label indépendant qui représente entre autres Pierre Guitare, Joseph Edgar, Désiré, Léa Jarry, Raton Lover, les Dance Laurie Dance, Des Moiseux, Rick et les bons moments, Raton, en tout cas, bref, un paquet de gens. Un gars, tu as des très beaux artistes, Alex, quand même. Ouais, on est chanceux, vraiment, la liste continue de s'allonger, fait qu'on est vraiment contents, ouais. Fait que même dans un Ouais. contexte où on dit que le disque, tout ça, ça va plus ou moins bien, toi, tu ajoutes des artistes à ton label. Oui, ben, moi, la phrase, le disque, ça va plus ou moins bien, tu sais, ça, c'est comme, pour moi, c'est un acquis depuis 2005, là, tu sais, fait que, tu sais, le milieu musical, bon, et on peut même plus appeler ça de changement. Je veux dire, c'est une tempête constante, mais ça fait 15 ans que ça dure, même plus. Tu sais. Fait que je trouve ça, je trouve important de continuer de grossir, puis de trouver des opportunités, puis des façons de faire qui sont différentes d'ailleurs. Fait que moi, honnêtement, quand le monde dit hey, c'est pas facile le milieu de la musique, mais premièrement, il n'y a aucun milieu qui est facile, C'est là, clair. sinon on se fait tout là. Absolument. Puis deuxièmement, c'est pas les opportunités, puis c'est pas le talent, puis c'est pas l'intérêt du public qui manque non plus au niveau culturel. Fait qu'à partir de là, moi je trouve en fait que c'est un milieu qui va relativement bien, mais qui a juste complètement changé. C'est juste plus ce qui était. Ah non, c'est Ouais. clair. Puis là, Ouais. toi, là, ça part de où? Comment tu es devenu propriétaire de Rosemary Records? Là? Ça part de où tout ça? Ça part j'ai 15-16 ans, je joue de la guitare, j'ai un band, je pense qu'on va être les prochains Oasis sur la planète. OK. Puis à ce moment-là, je consacrais beaucoup de temps à ça. Puis mon père m'a toujours dit tu restes à l'école parce que moi, j'étais parti pour la gloire, évidemment. Ouais. Fait que tu restes à l'école, puis tu vas finir, tu vas te prévoir un plan B. Puis là-dessus, je vais lui donner qu'il avait raison parce que ça m'a été utile. J'ai continué à faire de la musique pendant longtemps, jusqu'à 25-26 ans à peu près. Puis à travers ça, ben, tout de suite après mes études, en fait, j'ai fondé la compagnie parce que je me voyais pas faire d'autres choses. J'ai commencé juste en produisant des shows. Vraiment là, par la base, là, de dire on organise des shows de bar, j'ai organisé un concours de musique, puis j'ai C'est commencé vrai, en premier. oui. Ouais. Tu as ressorti Fait un que clip dernièrement, d'ailleurs, que tu étais à Musique Plus où tu annonçais ton concours rock. C'était quelque chose? ouais. Ouais, l'Omnium du rock, on a Ouais. fait ça 13 ans de temps, tu sais, puis ce truc-là a pris une ampleur assez démesurée à un moment donné où c'était devenu là, énorme partout à travers la province. Puis, mais à travers ça, là, à l'année 2, je pense qu'il y a un groupe qui m'a approché, qui me disait Alex, Oui. on aimerait ça que tu deviennes notre gérant. J'avais aucune idée de ce que ça faisait un gérant dans la vie pour de vrai. Tu sais, moi, mon expérience, c'était de gérer mon propre band, puis Ah, ouais. qu'on faisait à ce moment-là. Puis après, j'ai fondé le label pour eux. À ce moment-là, j'avais 23 ans, si je me rappelle Quand bien. même. Wow. Ouais, j'avais 23 ans, j'ai harcelé mon distributeur à ce moment-là pour avoir un deal. Fait que je pense OK. qu'il m'a le nom donné juste pour me faire ma boîte. Puis ça a été en fait harceler le monde jusqu'à temps que je me ferme la boîte. Ça a été la façon de faire pendant pendant beaucoup de temps les premières années. Mais c'est un peu ça aussi que je trouve que les entrepreneurs ont besoin. Au début, c'est ce genre d'audace-là, ce refus de prendre un nom là, tu sais, d'accepter le nom. Fait que ça a fait en sorte que de fil en aiguille, la compagnie a beaucoup évolué. On a arrêté de faire l'Omnium il y a 3-4 ans. À ce moment-là, la compagnie s'appelait K-Production. Oui, je me On a souviens. changé de nom. On a changé de nom pour Rosemary Records il y a maintenant un peu plus que 2 ans. 2 ans ou 3 ans? Je sais même plus. Je pense que c'est à 3 OK. ans. Puis
ça a été un gros move, juste le rebranding de tout le label, puis de se concentrer quand j'ai dit, OK, on coupe l'Omnium, qui était quand même la vache à lait de la compagnie, mais dans laquelle je voyais qu'on était topé, puis qu'il n'y avait pas tant de futur à continuer ça. Je me suis dit, OK, on coupe l'Omnium, on récupère le staff, puis le petit coussin qu'on a pour essayer de se concentrer sur le label. On a rebrandé, on a sorti Rosemary, on a signé plus d'artistes, puis à partir de là, ça a vraiment mieux décollé. Puis l'Omnium, parce que, tu sais, pour ceux qui, en tout cas, moi, personnellement, c'est effectivement un concours qui a été marquant au Québec. Pourquoi, à un moment donné, tu as senti cette espèce de plafond-là, que tu t'es dit, OK, on va arrêter ça, parce que tu aurais quand même pu continuer. Il y a entre autres Envol et Macadam qui fait un concours aussi en ce moment. Tu sais, pourquoi tu as pris cette décision-là? J'ai parti l'Omnium, j'avais 23 ans, on était en 2004. Puis 2004, la première année. Et à ce moment-là, la scène rock était quand même encore très vivante. Il y avait aussi pas de réseaux sociaux. Tu sais, Facebook n'existait même pas. Ce qui fait que je pense que les gens sortaient un peu plus aussi. Tu allais voir des shows et on remplissait des salles là, à ce moment-là. C'était facile là, de faire une tournée. Faire des shows de bar. Faisant une bonne promo, on faisait encore des flyers papier. Oui, c'est vrai. Ben puis on était capable de remplir. Puis à un moment donné, après, ça a grossi. La première année, j'ai fait un volet juste à Montréal. Après ça, on a ouvert un volet à Québec. Finalement, ça a grandi à la grandeur de la province. On a acheté Gatineau, Jonquière, Rivière, Sherbrooke, Rivière-du-Loup. C'était rendu 55 soirs de show par année, finalement, à la fin. On donnait au-dessus de 100 000 $ en prix à travers tout ça. On avait des gros commanditaires qui finançaient l'événement. Et il est arrivé un moment donné, en fait, où les commanditaires étaient suffisants pour financer le show, mais on vendait plus de billets. Je voyais là, les 3-4 dernières années, on voyait la pente descendre. C'est arrivé en même temps avec ce mouvement des groupes de rock, là, les shows de bar avec on verse des pichets de bière sur la tête. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que c'est une mode qui va peut-être revenir aussi, mais c'est moins fort. Là. La musique est beaucoup plus propre aujourd'hui qu'elle l'était il y a 15-20 ans. Fait que j'ai vu un peu le ralentissement dans le rock. On a vu financièrement les ralentissements au niveau des ventes de billets où on était à la fin à peu près à moitié de ce qu'on faisait 3-4 ans avant. Puis je me suis dit, c'est pas, il n'y a plus rien à faire parce qu'on en faisait plus pour les bandes que jamais. On donnait plus de prix. On n'a jamais monté nos prix de nos billets. En 13 ans de temps, j'ai jamais monté de 50 cents le prix du billet. Fait qu'on voulait rester accessible. On vendait des billets à 6$ à Québec. C'était incroyable, hein? Fait que c'était pas des concours où on disait on vend des shows à 15-20$ pour des bandes émergents. Nous, le but, ça a tout le temps été l'accessibilité. On a créé une web TV à un moment donné dans laquelle on filmait tous les shows. Il y avait des reportages, des prestations live qui étaient comme montées pendant la nuit qui suivait le show. On mettait ça en ligne le lendemain. Fait qu'on produisait à peu près genre 400 capsules par année. Incroyable. C'était comme un énorme roulement. Une grosse patente. Puis malgré tout ça, les ventes continuaient de baisser année après année. Puis je me suis dit, tu voyais pas d'avenir là-dedans, là? Je voyais pas d'avenir, tu sais. Puis aujourd'hui, malheureusement, si on regarde le portrait, justement, 3-4 ans après qu'on ait décidé de couper l'Omnium, je pense que c'était la bonne décision au sens qu'il y a beaucoup de bars, spectacles qui ont énormément de misère. C'est des divans oranges qui ont fermé à Montréal. Puis ça, c'est partout à travers la région. Tu sais, mon souhait, ce serait que ça revienne, qu'on retrouve cette essence-là, puis ce genre de volonté-là à sortir et aller voir des shows, découvrir des artistes. Mais je te dirais que la scène émergente est pas facile déjà. Puis dans le rock, c'est plus tough. On double. Mais là, toi, comme à la tête de Rosemary, je veux dire, tu as quand même une ligne éditoriale, tu as quand même une philosophie qui soutient ça. Puis on le voit bien, comme tu dis, dans ton brand, dans les artistes que tu signes. Mais dans tes choix d'artistes, maintenant, comment tu sais, un artiste qui nous écouterait puis qui dirait, hey, moi, Rosemary, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu recherches? Tu sais, quelle chose à faire, à ne pas faire? Je sais qu'il y a plein de questions là-dedans, mais tu sais, pour Rosemary, comment tu regardes les artistes? Premièrement, les artistes chez nous, c'est des coups de cœur. Il faut qu'on l'écoute, qu'on aime ça. Bien avant le
style ou la direction artistique ou quoi que ce soit. Premièrement, on va écouter le projet dans son ensemble, de dire comme moi j'écouterais ça chez nous. On en parle en gang au bureau aussi. Ensuite de ça, c'est beaucoup une question humaine aussi. Il y a des artistes sur qui j'ai vraiment trippé, avec qui on a fait des meetings. J'ai fait ouf, ça clique moins. C'est pas, ça se passera pas, puis c'est pas une mauvaise façon pour autant. Je pense que des fois, il y a des. Faut que tu tentes. Quand tu signes un contrat de 10, c'est une relation d'affaires, en fait. Là, c'est créer entre l'artiste et le label un partenariat assez fort, puis tu as besoin de sentir que humainement, ça peut fonctionner aussi. Évidemment, on check tout le temps un peu le potentiel. Il y a des trucs où, pas le potentiel autant que est-ce que ça tombe dans mon réseau, là où je performe, est-ce que je peux t'aider? Il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment bons, mais encore là, on me dit c'est top, là, moi j'adore ça, mais je sais pas comment travailler ce genre de projet-là. Fait que je suis pas sûr que c'est pour moi. Après ça, c'est comment qu'on les choisit. Maintenant, comment ils nous approchent, ça, c'est une autre affaire. Y a-t-il une chose qu'il faut absolument pas faire? Mettons que je vais approcher Rosemary, là, tu dis ça, là, de grâce, faites pas ça. Moi, les messages là, qu'on reçoit, ça me fait rire à chaque fois. Google-moi. Ça va m'envoyer, hey, je suis dans un band, là, le band machin est chouette. Google-moi, tu vas trouver, hey man, j'ai d'autres choses à faire que de te googler. C'est clair, hein? C'est sûr que ton email s'en va dans les poubelles. Je pense que tout est dans la présentation. D'écrire des courriels concis. Parce qu'encore là, il n'y a pas un dirigeant d'entreprise qui a le goût de recevoir un pain d'email de 4 pages. On a le goût d'avoir des points form, 7-8 points, des highlights de ce que tu veux. Et surtout, aux artistes, choisissez ce que vous voulez qu'on voit. Vous êtes là pour nous séduire. Fait que si tu me dis Google-moi, là, ça se peut très bien que je tombe sur une vidéo de toi au karaoké avec ta mère un peu pactée à côté. Fait il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu nous envoies et que tu nous montres le meilleur de toi. Puis après ça, il y a du jugement, regarder ce qu'on fait dans la vie, regarder nos autres artistes, que ça peut être un fit. Mais pour moi, la présentation du projet, puis sinon, généralement, on en entend parler aussi. Cette vieille phrase de si tu bosses assez, ça va venir à nous. C'est capable de créer un engouement. Il y a des artistes qu'on voit passer juste parce que ça bouge tellement qu'ils nous ont jamais approchés, puis c'est nous qui allons faire l'approche aussi des fois. Ah non, puis c'est clair, puis ça, tu sais, en tout cas, bravo pour cette honnêteté, cette intégrité-là de dire, regarde, ça, c'est un projet pour nous autres, puis ça, je sais pas comment je pourrais le travailler parce que, disons que toi et moi, on a connu l'ancienne époque où les gens signaient un peu n'importe quoi, puis ils étaient tablettés, là, la fameuse expression que finalement, ils mettaient le projet sur la tablette, puis ils restaient là. C'est tout à votre honneur de vraiment d'avoir cette honnêteté intellectuelle-là, de dire, regarde, nous autres, oui, mais non, ou regarde, celle-là, on tripe, on va le chercher, tu sais, puis ça, les artistes, souvent, négligent ça, je trouve. En tout cas, tu pourras me dire ce que tu en penses, mais justement, de créer cette espèce de buzz-là, parce que, tu sais, c'est ça que toi puis moi, on a des journées extrêmement occupées, puis je me doute que quand tu diriges un label puis une équipe, t'as pas tenté. Mais à un moment donné, les artistes qui font du bruit, on va finir par les voir passer. On va finir par. Tu sais, moi, par exemple, je vais donner un exemple. Léa Jarry, qui est en country, je ne sais pas ce qui se passe depuis 6 mois, mais je la vois partout. Puis pourtant, je ne travaille pas nécessairement avec elle, tout ça, mais moi, comme j'ai un intérêt dans le country par rapport les artistes avec lesquels je travaille, je la vois passer. J'ai fini par la voir passer, Léa Jarry, tu sais. Ouais, c'est ça. Léa, c'est un bon cas aussi, tu sais, qui est en développement, justement, chez nous. Déjà, elle n'a pas sorti son premier album. On a juste fait un EP il y a exactement un an, un peu plus qu'un an, en fait. Puis là, il y a le Gala Country qui est dans quelques semaines, là, dans 2 semaines. Elle a 3 nominations là. Pas un album complet, mais c'est parce qu'on a réussi à placer son nom assez rapidement, mais ça c'est de la stratégie. Elle en fait, puis Léa, c'est un cas que je suivais sur Internet depuis 1 an ou 2 avant de la signer. Je trouvais que la fille avait l'air d'avoir du talent, je trouvais qu'elle avait une super voix, mais j'avais pas de toune. On peut rajouter ça, payer une toune. Fait que puis quand on parle d'une toune, c'est la toune. Puis Léa, j'étais comme, elle est bonne, mais j'ai besoin de quelque chose de plus. Puis à un moment donné, seule chez elle, sur une story Instagram, elle a joué une chanson qui s'appelle La ligne d'arrivée. Puis quand elle a fait La ligne d'arrivée, moi,
ça m'avait pris 15 secondes, j'étais convaincu, j'étais là, cette tune-là, c'est là que ça se passe. T'sais. Puis c'est une tune qui est jamais devenue un single par après, c'est ça qui est drôle. C'était pas la tune qui allait la breaker puis la mettre en haut des palmarès, mais c'était une tune qui pour moi démontrait énormément de maturité. C'était un artiste qui devenait que je trouvais qui était accompli, qui savait où elle s'en allait, j'étais comme c'est direct ça la direction. C'est super, puis là, j'étais convaincu, puis j'ai écrit sur Instagram, j'ai dit, t'as tenté d'aller prendre un café, tu sais. Fait que oui, mettez du stock, produisez du stock. C'est ça. Faites du bruit, faites-vous voir, essayez de vous faire suivre par les gens de l'industrie, puis à un moment donné, quand tu vas mettre le bon vidéo en ligne, on va te voir. Et voilà, puis tu sais, je trouve ça le fun que tu partages cette belle histoire-là parce que je pense que pour bien des artistes qui nous écoutent, d'entendre que ça, c'est possible, tu sais, puis que finalement, à force de travail, parce qu'il y a ça aussi qu'il ne faut pas négliger, selon moi, ces deux notions-là dans notre industrie, le travail et la persévérance. Tu sais, il ne faut pas lâcher. Tu sais, si tu évolues là-dedans, ben tu vois, Léa Jarry, c'était pas tout de suite, mais 2 ans après, elle te sort une affaire. Puis en plus, qui n'est même pas un single, là, ça ne devait même pas devenir, mais toi, ça t'a juste démontré quelque chose. Puis tu dis comme, OK, je pars de là, puis j'amène ça plus loin. Oui, absolument. Hey, puis bravo pour les nominations en passant avec Léa Jarry. Puis maintenant, toi, tu sais, comme tu es un gars que je côtoie un peu, les gens ne te connaissent pas, mais moi, je t'ai vu, entre autres, dans des assemblées générales à la DIC. Toi, tu es un gars qui a des opinions, puis qu'il y a une vision de l'industrie qui a la sienne, que moi, personnellement, je partage beaucoup avec ce que tu es, parce que tu aimes les technos, tu aimes les affaires, puis moi, je pense que l'avenir est là. Mais comment, toi, tu vois l'avenir de l'industrie de la musique en ce moment? Moi, je le vois de façon vraiment positive, en fait. Je pense que les vieilles façons de faire qui étaient en train de tomber quand même tranquillement depuis plusieurs années. Je pense que la pandémie a forcé une chute encore plus drastique de toutes ces vieilles façons-là. Puis je pense que s'il y a une chose de bien qui va sortir de cette pandémie-là, c'est probablement que ça va avoir accéléré l'évolution de l'industrie vers 2020 pour de vrai. Tu sais. Fait que l'industrie en ce moment, là, je veux dire, il n'y a jamais autant de projets qui sortent au Québec. Il y a de la variété au niveau des styles musicaux. Il y a de l'argent dans le milieu aussi. C'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est rendu difficile parce que c'est très sectorisé, la musique. Tu sais, c'est plus comme il y a un diffuseur dans la ville, puis tout le monde va là, que ce soit le band de métal ou le chanteur country ou classique. Tu sais, il y a encore des salons, évidemment, mais je pense que dans la façon de présenter puis de vendre nos artistes, il y a une chose qui n'a jamais été faite avant, ou très peu, puis qui en ce moment est absolument nécessaire au succès de n'importe quel projet, ça s'appelle cibler son audience. C'est pas grave si c'est pas tout le monde qui te connaît. Tant que les bonnes personnes te connaissent, puis que voilà. Ces personnes-là font vivre ton projet. Avant, on achetait des campagnes à la TV, puis une page dans la presse. Là, tu parles à tout le monde, mais tu parles à personne aussi. Tu sais, ta publicité, puis ta façon d'investir ton argent était très, très, très diluée. Alors qu'aujourd'hui, ben, avec le même prix que tu vas acheter une campagne TV, chose qu'on ne fait plus 0,0 ni à tout une barre, ben, tu peux l'investir sur le web, targeter le monde comme il faut, puis être capable de mieux parler à ton audience. Puis encore là, tu sais, si toi, tu as entendu parler de Léa, il y a peut-être plein de gens dans l'industrie qui n'en ont jamais entendu parler. C'est bien correct aussi, tu sais, c'est parce que toi, moi, j'ai un intérêt. C'est ça. Tu as un profil qui est tombé dans mon bassin ciblé, puis effectivement, je suis content que tu me dises que ta voix passée, parce que c'est pas exactement ce monde-là. Fait que ça prouve que ça fonctionne. Fait que l'industrie, pour vrai, moi, je pense que ça va continuer de bien aller. Je pense que faut arrêter d'appeler ça une industrie du disque, là, parce que le mot disque, il est désuet. Maison de disque, c'est un label, là, parce que, genre, c'est une maison de musique, là, tu sais, fait que, tout ça, ça fonctionne plus, tu sais, ce qu'on vend, c'est pas un album, ce qu'on vend, c'est un artiste, tu sais, fait qu'on vend un artiste pour ses présences, pour ses présences, pour son style, pour son lifestyle, pour sa musique, évidemment, pour ce qu'il a à dire, le contenu comme le contenant,
c'est un tout, là. C'est plus hey, c'est une bonne tune, ça va pogner, parce que des bonnes tunes, en fait, il y en a plein, là. Regarde le top 20 à radio, top 20 BDS, là, il y a moitié des artistes qu'on connaît même pas là-dedans. C'est juste que là, ils ont une bonne tune, mais ils sont pas capables de faire des shows, ils sont pas capables de vendre des albums. Ça, c'est une des grandes preuves que, il y a une certaine déconnexion des radios par rapport à la scène. C'est correct, là, je veux dire, les radios qui ont besoin de tourner. Mais de jouer à la radio ne se traduit pas automatiquement en succès. Totalement. Ou en popularité. T'sais. Ça, c'est vrai, puis c'est un point, tu sais, puis il y a beaucoup qui pensent que, parce qu'ils sont numéro 1, qu'ils vont vendre des tickets, puis moi qui est plus dans la business de vendre d'étiquettes, je te jure que c'est pas vrai, tu sais, c'est pas parce que tu as un numéro 1 à radio que tu vends des billets, ça n'a aucun rapport, c'est même pas relié. Moi, c'est bien le fun, c'est bon dans ton CV, mais pour le reste, bof, ça ne fait pas une différence dans les ventes de billets. Mais je veux t'entendre là-dessus parce que tu vas sur un point que moi, personnellement, je défends de plus en plus. Tu sais, tu disais l'artiste, maintenant, c'est un tout. Tu sais, c'est son lifestyle, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense, c'est sa philosophie, c'est sa musique, c'est son image. C'est un peu une marque, finalement. Tu sais, tu développes un artiste comme une marque. Tu dis, écoute, on va miser sur tous les aspects. Son contenu artistique est un des nombreux aspects, puis on pousse l'ensemble. C'est ça que je comprends. Ouais. Oui, absolument. C'est ça qui... Je prends souvent Beyoncé en exemple. Totalement. C'est un excellent exemple. C'est où ça n'a pas été inventé par elle, en fait. On peut retourner plus loin dans le temps puis de ramener Kiss aussi, là. Qui ont fait des produits John, tu peux en mettre plein, là. C'est ça, tu sais. Mais tous ces artistes-là ont quelque chose en commun. C'était pas juste des tunes. Il y avait quelque chose d'autre. Quand ils arrivaient sur scène, il y a quelque chose qui se passait aussi qui était différent de l'album. Tu n'entendais pas juste l'album livré intégralement. Mais Beyoncé, le total package, parce qu'elle fait du acting, elle fait mannequin, elle chante, la mienne est drôle, elle est belle et tout, là. Fait que, tu sais, mais partant de ce modèle ultime-là, il y a quand même des choses qu'on peut faire ici. Il y a des histoires à succès au Québec qui ont été un peu calquées là-dessus. Tu sais, Marie-Mé en est une, mais tu sais, même à l'opposé des trucs comme Loud, c'est le lifestyle. Tu sais, Loud, oui, toutes les femmes savent danser, c'est un méga hit, c'est un attitude, puis genre, ça, c'était cool. Il fallait que ça prenne cette ampleur-là, mais tout le package autour de Loud a été hallucinant, là, ce qu'ils ont fait avec. Fait que rendu là, il y avait l'option de laisser ça comme c'est rien qu'un gros hit puis c'est une grosse tune, ou bien on se concentre sur tout le reste parce que ça c'est un sure shot. Là. La tune c'est un sure shot. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Puis comment ils ont monté le reste du projet, c'est hallucinant. Et puis ça a fini dans un centre belle quand même. That's it. Deux, c'est vrai, 2. Effectivement, moi, Justin, il y en a eu 2. Tu as tout à fait raison. C'est bien de me rappeler à l'ordre. Écoute, Alex, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Je te remercie beaucoup. Moi, j'invite les gens à aller voir ton site web, rosemarierecords.ca. Donc, Rosemary, R-I-E, Records avec un S.com. Allez faire un tour si vous voulez échanger avec la gang de Rosemary. Écrivez-leur des courriels directs, messages sur Instagram, tout ça. Lâchez pas. Merci, Alex, d'avoir été avec nous. Puis on va se reprendre, c'est ça, sur un autre face-à-face. Merci Vincent, ça me fait plaisir. Salut, bye-bye. Salut. Alors encore une fois, écoute, un super moment avec Alex. Merci beaucoup d'avoir été là, Alex. Je te remercie. Et bref, je vous dis bonjour, bonne écoute. Allez voir notre page Facebook et tout ça. Et puis, je vous souhaite, et je vous dis surtout à la prochaine. Bye-bye. Face à face.